Merci Benoît. Je demande maintenant à Georges Aubry, qui est professeur à l'hôpital Trousseau en chirurgie viscérale et urologique, et qui vient de terminer son mandat de président du collège, qui va nous parler donc de l'enseignement de la chirurgie pédiatrique et de la réforme du 3e cycle. Merci beaucoup Georges. Très bien. Chers collègues, chers amis, merci de me donner l'occasion d'essayer de prendre un peu de recul sur la réforme du 3e cycle qui s'est mise en place depuis novembre 2017. Alors, finalement, on peut distinguer 3 facettes dans la réforme du 3e cycle, qui sera l'articulation de cet exposé. Tout d'abord, elle met à profit l'introduction de la puissance du numérique dans l'enseignement, c'est une opportunité à saisir, bien sûr. Deuxièmement, il y a eu la mise en place de la filiarisation qui était dans tous les esprits et là qui rentre en pratique. Alors, c'est une chance à première vue, ça peut aussi être un piège. Et puis, il y a la discussion de ce que va comporter la fameuse 3e phase, l'assistanat du 3e cycle, qui aura une valeur stratégique importante. Et le financement de ces postes sera aussi déterminant sur le devenir du post-internat qui est potentiellement menacé, je crois. Alors, c'est un peu chargé, mais c'est parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'événements ces dernières années dans la réforme du 3e cycle. J'ai participé à une réunion de la CNIPI, c'était en 2011. Maintenant, on est 8 ans plus tard. En fait, il y a eu un vrai coup d'envoi en 2013 avec la mission Pruvot-Courreau, qui a été brutalement interrompue début 2015 à l'initiative des représentants des internes qui se crispaient sur le fait qu'on appelle mise en responsabilité la 3e phase. Bon. Là, ça a capoté et puis c'est reparti avec la création de la CNEMOP qui a piloté depuis Benoît Schlemmer, qui est toujours aux commandes. Très rapidement, s'est mis en place, comme le disait Benoît Debilly, la CNESEM, qui est la coordination nationale des collèges d'enseignement médicaux, qui ont joué un rôle essentiel dans la mise en musique, dans la mise en application de la réforme, qui a réuni tous les collèges à partir de mi-2015. Nous avons travaillé en 2016 sur essentiellement la mise en place des maquettes, sur le contenu des enseignements. Et finalement, c'est le décret de novembre 2016 qui a établi les points principaux caractérisant la réforme. Alors, il n'est pas inutile de savoir qu'il y a 44 DES maintenant. Il y en a 13 en discipline chirurgicale. Il y en a 30 en discipline médicale et 1 en discipline biologique. Il y a 5 nouveaux DES qui sont médicaux, qui ont une valeur stratégique indiscutable. Il y a la médecine d'urgence, l'allergologie, la gériatrie, les maladies infectieuses et tropicales, et la médecine légale. Dans cette réforme, un point important est la suppression du DES de chirurgie générale. Alors, il est vrai qu'aucun chirurgien aujourd'hui n'exerce plus la chirurgie générale. Néanmoins, c'était un ciment, c'était un passage obligé pour tous les internes de chirurgie, et on peut se demander quelles vont être les conséquences, finalement, de la suppression de cette première année des DES de chirurgie générale. Alors là, c'est un schéma important pour comprendre la réforme. Vous voyez qu'elle a 3 phases et elle s'étend sur 6 ans pour tous les DES de chirurgie. Alors il y a la phase socle de 1 an, la phase d'approfondissement sous 3 ans. Et ces 2 premières phases s'appellent officiellement internat. Donc vous pouvez parler d'internat sans être pour autant ringard. C'est quand même quelque chose à savoir. La 3e phase, elle, n'est que l'internat, mais ça n'est pas non plus le clinical. Et d'ailleurs, elle a du mal à être définie. C'est la phase de consolidation qu'on abordera à la fin de l'exposé. Alors, point important, c'est que la thèse de docteur en médecine est passée à la fin de la phase d'approfondissement. Donc c'est important, c'est le moment à partir duquel on a le droit de remplacer et on sera taisé, ce qui est finalement une harmonisation heureuse. Il y aura de plus en plus de contrôle, d'évaluation, des connaissances, puis des compétences. Ils vont être extrêmement évalués, beaucoup plus qu'on l'a été. Enfin, est-ce que c'est une perte de chance pour nous? De toute façon, c'est trop tard. Mais il est certain qu'ils seront très encadrés. La maquette du DES de chirurgie infantile, elle se caractérise par l'existence
de deux options précoces que vous avez devinées. Il y a une option viscérale et une option orthopédie traumatologique. Dans ces deux options, il y a 3 stages en chirurgie pédiatrique de l'option en question et un stage dans l'autre option de chirurgie pédiatrique. Donc 2 années en chirurgie pédiatrique. Et puis il y a 2 années hors filière qui se dérouleront dans des services d'adultes, mais il y a 2 stages qui sont fléchés. Pour la chirurgie option viscérale, il y aura un stage obligatoire en urologie adulte et en chirurgie digestive adulte. Pour l'option orthopédie pédiatrique, il y aura 2 stages en orthopédie adulte. Et finalement, comme le disait Benoît, on arrive à une maquette assez voisine entre l'orthopédie pédiatrique et l'orthopédie adulte. Vous voyez que nos 2 maquettes, avec les 2 années hors filière, sont très ouvertes sur les disciplines adultes. Alors là, vous ne pouvez pas le lire, mais je vous fais le commentaire des choix qui ont lieu en novembre 2017 sur le rang de chaque spécialité. Alors la chirurgie infantile, elle est ici, c'est le petit carré bleu. Alors nous sommes à la fin du 2e tiers pour le choix des spécialités, mais néanmoins nous sommes en bonne compagnie puisque nous sommes avec finalement toutes les disciplines de chirurgie d'adulte qu'on peut dire viscérale, comme la chirurgie digestive, la chirurgie urologique, qui sont dans le même coin. La chirurgie cardiovasculaire est un peu en dessous, la chirurgie orthopédique est un peu au-dessus. Bon, on ne prétend pas être dans les 10 premières spécialités où on trouve nos collègues de chirurgie tête et cou, ophtalmologie, plastique, maxillofaciale, ORL, qui sont très prisés par les internes. Là, vous avez, c'est au niveau général, hein, pour le choix de l'ensemble des DES, quelles sont les régions les plus qui partent en premier au choix des internes. C'est assez instructif. Vous voyez que sur le flanc atlantique, Nantes est choisi en premier en France, et Bordeaux en 3e. Lyon est choisi en second. Et Paris arrive en 4e. Donc les 3 premiers sont indiscutablement des grandes facultés. C'est évident. Mais il faut quand même souligner que le prix des loyers est certainement moins cher qu'à Paris, et c'est un peu plus proche de la mer ou de la montagne pour chacune d'entre elles. Alors, la place et les actions de la CNESEM, dont je vous disais qu'elle a joué un rôle essentiel en réunissant tous les collèges, en particulier, il y a un groupe particulier, les collèges de chirurgie, qui est animé par Olivier Farge. Alors, elle est en rapport avec beaucoup d'associations, de sociétés, en faisant attention de rester en bon terme avec la conférence des doyens, avec les CNU, mais tout ça, jusque-là, a tout de même, je crois, fait du bon travail. Alors la CNESEM a eu un rôle très important dans l'introduction du numérique dans la réforme. Vous voyez, elle a participé à la mise sur place de la plateforme nationale des disciplines. C'est un centre numérique qui est calqué sur CIDES, pour ceux qui sont versés dans l'enseignement du 2e cycle. Et sur cette plateforme numérique centrale, les étudiants, j'appelle encore des étudiants du 3e cycle, comme les professeurs, vont pouvoir avoir accès à tous les dossiers, aux dossiers de chaque étudiant. Alors la CNESEM a aussi mis en place des groupes thématiques qui sont très importants, vous les voyez en vert. La simulation, très importante, on ne va pas insister là-dessus, mais chaque discipline a la simulation. En chirurgie pédiatrique, vous avez un coup d'avance. L'évaluation des compétences, la francophonie, la démographie, notre observatoire y rentre tout naturellement. Et puis en bas, il y a 2 futurs chantiers pour la CNESEM, la réforme du 2e cycle qui arrive en particulier. Alors vous voyez la plateforme CIDES, juste un mot pour vous dire que les internes vont tout trouver en ayant accès à leur dossier sur la plateforme du 3e cycle. Ils vont trouver leurs activités, les cours seront donnés sous forme de cours sonorisés, mais ils demandent tout de même des cours présentiels. Ils vont pouvoir avoir leur auto-évaluation, ils auront leur publication, les congrès auxquels ils participent, ils auront le relevé exhaustif de toutes les interventions auxquelles ils auront participé, on met au point ceci. Ils auront l'évaluation de certaines interventions phares. Enfin bref, ils auront beaucoup de choses.
croisons les doigts pour qu'ils ne passent pas plus de temps à regarder leur écran qu'à soigner les patients, que ce soit au lit du malade ou au bloc opératoire. La filiarisation maintenant et ses conséquences. Alors, on en a déjà parlé. Donc, chaque discipline est dans une filiarisation et c'est l'étudiant en médecine du deuxième cycle qui choisit sa spécialité dès qu'il a passé l'examen national classé. Donc ça change avec notre époque où c'était au cours de l'internat qu'on se sentait une affinité pour telle ou telle spécialité, en particulier la chirurgie pédiatrique. Beaucoup l'ont découvert un peu sur le tard. Ça ne peut plus être comme ça maintenant et c'est pour ça qu'il faut faire un effort que nous faisons dans le deuxième cycle pour faire connaître et apprécier notre spécialité pour qu'elle soit choisie d'emblée. Donc 24 postes sur la France, c'est plus que le nombre d'internes qui ont été formés dans les années précédentes, et nous croyons que c'est une bonne chose parce qu'il y a un besoin indiscutable. Il y a toujours un droit au remords, néanmoins. Ça n'est pas totalement rigide et on peut changer de spécialité dans les 2 premières années. Alors l'avantage de la filiarisation, d'évidence, ça permet une régularisation des flux des spécialités en fonction des besoins de santé publique, en fonction de la démographie de la spécialité. Donc c'est un instrument utile. Il est limité néanmoins par le droit au remords, il y a une grande perméabilité avec les autres DES, et aussi par l'absence d'affichage officiel entre orthopédie pédiatrique et viscérale pédiatrique. Mais enfin, au niveau local, les étudiants qui choisissent savent dans quelle option ils sont préférentiellement attendus. Mais il y a un inconvénient à éviter, et on commence à le percevoir de façon assez dure. C'est que cette filiarisation induit un cloisonnement des spécialités. Les internes se sentent un peu dans un tuyau d'orgue et n'ont plus autant qu'avant la curiosité d'aller voir les disciplines voisines. Et on risque de ne plus accueillir dans les services de chirurgie pédiatrique, surtout viscérale, autant d'internes de chirurgie d'adultes qui venaient travailler avec nous et qui, je crois, trouvaient un certain enrichissement. C'est important, je crois, qu'il y ait des échanges entre spécialités des internes, parce que ce sont d'importants vecteurs des échanges scientifiques entre les spécialités. Et puis, certains futurs collègues doivent être un peu à la frontière de 2 spécialités. Il faut bien des gens pour assurer la transition, pour suivre les futurs adultes qu'on n'aura pas totalement guéris de leur pathologie pédiatrique. Donc, je crois qu'il faut faire attention, et c'est le message que je voulais vous faire passer, de garder une certaine perméabilité entre les spécialités malgré la filiarisation. Bon, c'était pour répéter que la chirurgie pédiatrique a 2 années dans sa maquette de l'internat qui est consacrée aux chirurgies d'adultes. Alors, qu'en est-il dans les maquettes d'adultes? Eh bien, pour l'orthopédie adulte, je crois que les orthopédistes pédiatres peuvent là se féliciter d'avoir gardé toujours des relations étroites avec eux, puisque les orthopédistes adultes ont organisé un passage systématique en chirurgie orthopédique pédiatrique, ce qui fait indiscutablement un vivier de vocation tardive pour l'orthopédie pédiatrique. Pour les spécialités viscérales adultes, alors d'abord, il n'y a jamais eu de passage obligatoire en chirurgie pédiatrique. Il n'y a rien de bien nouveau, mais ce passage reste recommandé. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on sent un certain désintérêt pour la chirurgie des enfants chez les chirurgiens d'adultes. D'une part, parce qu'ils sentent que, pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, d'assurance, etc., ils seront de moins en moins souvent amenés à opérer des enfants. Et puis aussi parce que dans les spécialités d'adultes, ils ont d'autres préoccupations quand on parle avec eux, indiscutablement. Les urologues, par exemple, veulent garder la main sur l'oncologie urologique et ils sont obligés d'acquérir une compétence, voire peut-être de passer dans un service d'oncologie médicale pour ça. Ils doivent être vasculaires pour les transplantations. Les digestifs s'intéressent de nouveau de plus en plus à l'endoscopie, ça leur prend un stage, etc. Donc, on peut craindre une diminution des internes d'adultes dans les services de chirurgie pédiatrique, mais je crois qu'il faut lutter contre parce qu'on se dessécherait, on s'appauvrirait à trop s'isoler. Alors, comment lutter contre? Au niveau local, avec les échanges entre coordonnateurs, et au niveau national, une réunion comme celle-ci peut jouer son rôle pour pousser à ce qu'il y ait des échanges continus. Et puis, il y a peut-être aussi une argutie juridique qui va être favorable, c'est qu'est-ce qu'on entend par stage hors filière. Alors, il faut que ce soit stage strictement hors filière, c'est-à-dire on ne repasse pas dans la spécialité dont on est issu. Or, certains
pensent que, certains même enseignants, professeurs, pensent que le stage hors filière, il peut être refait dans la même spécialité. Reviens donc chez moi et le poste de chef te sera ouvert. Ça, c'est très mauvais. Donc il faudrait que le stage hors filière soit strictement défini comme en dehors de la spécialité. C'est quelque chose qu'on essaie de porter au niveau de la l'ADMESM. Enfin, pour terminer, la fameuse phase 3, que vous voyez là, en bleu clair, à la fin du DES de 2 années en chirurgie. Alors, le statut a été promulgué le 3 juillet 2018, mais vous allez voir qu'il y a pas mal d'ambiguïté dans les termes mêmes, et puis surtout, comme d'habitude, le financement n'est pas clairement défini. Or là, c'est le nerf de la guerre, qui aura sans doute un rôle important sur la pérennité de nos postes de chef de clinique et d'assistance hospitalière ultérieure. Donc il faudra être très attentif sur le financement de ces postes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, ils s'appelleront docteurs juniors. Bon, ils auront effectivement passé leur thèse. Ils seront susceptibles d'accomplir tous les actes inscrits dans le contrat de formation. Ça fait partie de la maquette, c'est le travail des collèges. Niveau croissant jusqu'à accomplir l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel. Bon. Mais ça fait un peu jargon. Surtout, ce qui fait peur, c'est le terme même autonomie supervisée. On sent bien que là, il y a là un jésuitisme qui fait qu'on ne voit pas trop, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça recouvre réellement. Alors, il faut savoir que le docteur junior peut avoir recours à tout moment de son exercice, conformément au tableau de service, à un praticien super senior. Donc, il va falloir s'organiser, usine à gaz. Et le docteur junior, quant aux gardes, ça aussi c'est intéressant, il y a une phrase très alambiquée, vont-ils ou non pouvoir faire des gardes de seniors? Alors là, vous avez la réponse. À sa demande, est autorisé à participer dans le cadre de ses obligations de service en stage et compte tenu des nécessités pédagogiques au service de garde et astreinte médicale. Vous voyez que ça reste encore très flou. Également, reste flou le financement de ces postes. On peut s'inquiéter sur le devenir des postes de chef de clinique et d'assistant, parce qu'on nous dit officiellement, ça n'est pas impliqué dans la réforme du 3e cycle. Le 3e cycle, c'est le DES, là, le clinica, c'est le post-DES. Ça restera sous le contrôle des directeurs d'hôpitaux et des moyens. C'est vrai. Mais quelle confiance peut-on faire à l'avenir pour la pérennité de ces postes? Moi, je crois que ce qui va se jouer, ce sera sur le financement des postes d'assistants du 3e cycle. Si le financement des postes de docteur junior est pris aux dépens des postes de post-DES, c'est-à-dire de clinica et d'assistanat, je crois qu'on voit disparaître les fameux postes de post-DES. Les postes de chef de clinique et d'assistant risquent d'être mangés par les postes d'assistants du 3e cycle. Si à l'inverse, il y a un financement différent, alors là, au contraire, la réforme sera un franc succès, parce que non seulement on aura mis à profit le numérique, toute cette réorganisation, et c'est vrai que ça va dans le bon sens, mais en plus, on peut avoir un prolongement de la formation, puisqu'il y aura les 6 années, il y aura les 4 années d'internat, 2 ans de docteur junior, une fois, à notre avis, très nettement seniorisé, et en plus, un poste DES, j'espère, pour beaucoup d'entre eux, avec persévérance des postes de chef de clinique assistant. Donc 3 facettes à la réforme, la modernisation, il ne faut pas se crisper, il faut en voir les dangers, il ne faut pas que ça touche à l'usine à gaz, il faut en avoir le bénéfice. La filiarisation, oui, mais ne pas trop rigidifier chaque spécialité, ne pas l'isoler. Et l'assistanat du 3e cycle, ce sera certainement essentiel pour le devenir du poste DES, donc le poste de chef de clinique qui nous est tant appris. Merci beaucoup. J'avais une première question. La disparition du DES de chirurgie générale va-t-il faire que les chirurgiens d'adultes, plus tard, n'auront plus le droit d'opérer un enfant? Alors, je n'ai pas la réponse, mais je devine que ça dépendra en fait du passage éventuel du chirurgien d'adulte
à un moment de son internat dans un service de chirurgie pédiatrique. Je crois que demain, on ne pourra plus défendre qu'un enfant soit opéré par un chirurgien n'ayant jamais dans sa formation été en contact avec la chirurgie pédiatrique. À l'inverse, s'il passe en chirurgie pédiatrique, soit un semestre, on ne va pas figer les choses, soit peut-être aussi, à mon avis, les 2 années d'assistanat du 3e cycle devraient servir à aller voir les autres spécialités. Peut-être qu'il faudra, mais, enfin, à mon avis, je ne crois pas que ce soit exigé. Enfin, tu vois, il faudra qu'il y ait une formation particulière en chirurgie pédiatrique d'au moins 6 mois, et puis rester en contact par le réseau que développait Christine et Philippe, avec un service central de chirurgie pédiatrique. Voilà, ça comme ça. Je crois qu'il ne faudrait pas dire qu'ils n'ont plus le droit du tout de toucher un enfant. Ainsi que ce serait oui, enfin, il faut que ce soit bien clairement dit. Il faut que ce soit clairement dit, il faut qu'on y réfléchisse. Oui, Xavier Martin, oui. Oui, moi j'ai toujours un problème avec cette fin d'internat, la phase de mise en responsabilité, parce qu'il y a une dialectique. Ah non, c'est pas une responsabilité, c'est la consolidation. La consolidation. C'est orthopédique. D'accord. Mais finalement, si on veut réellement que cette phase soit efficace, il faudra donner aux assistants, à ces jeunes docteurs juniors, le même travail qu'on donne aux assistants actuellement. Donc il y aura un problème d'accès au bloc opératoire de tous ces jeunes seniors. Et donc d'un autre côté, si on veut que cette réforme réussisse, il faut vraiment jouer le jeu, et donc il faut vraiment donner, il ne faut pas que ce soit des super internes, il faut que ce soit réellement des niveaux assistants. Et donc on a le problème d'avoir de ne plus avoir de chef de clinique. Et on a des... Oui, c'est ce que vous avez dit, hein, on est d'accord. Non, je le crains, mais il faut se battre contre. Oui. Alors une façon de se battre contre, et dans certains CHU on a commencé, c'est de faire transformer des postes de CCA en postes d'assistants spécialistes. Donc ça permettra, si jamais, c'est-à-dire qu'on commence l'amputation, si vous voulez, mais on garde dans les services des postes d'assistants spécialistes, ce qui fait que ça permet de conserver le potentiel de chirurgiens seniors des services. Ça, c'est une réflexion qu'on a menée dans notre spécialité et qu'il faut peut-être... Tout à fait d'accord sur la première partie de votre exposé. Il ne faut pas qu'il y ait un internat de 6 ans. Sinon, dans les 2 dernières années, ils vont se dégoûter. Il faut les senioriser. Et après tout, beaucoup d'entre nous ont eu un internat de 4 ans et après, ils étaient tous. Oui, on est vraiment d'accord avec ça. Responsabiliser aussi. Christine. Je voulais te demander sur. Il y a une phrase que j'ai trouvée bizarre. C'est qu'il est dit que les docteurs juniors peuvent à leur demande prendre des gardes. C'est-à-dire que s'ils ne demandent pas, ils prennent pas de garde. Il faut sortir de cette ambiguïté. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Pour la difficulté pour les gardes et les docteurs juniors qu'on va tous souhaiter extrêmement, c'est qu'il faudra très probablement qu'un super senior d'astreinte, mais comme on a toujours vécu ça, on savait qu'il y avait, maintenant il faudra sans doute une liste officielle. Ça rigidifie un peu les choses, mais il ne sera pas très différent de ce qu'on a vu. La loi de billets. Oui, je veux dire que dans l'esprit de la loi, le CCA à venir est très clairement fléché pour le futur universitaire. Et effectivement, avoir des postes d'assistants, c'est très important de les garder si on veut les gens qu'on veut former jusqu'au bout, qui resteront des correspondants, qui resteront des gens dans le réseau, mais qui ne sont pas forcément universitaires, voire des PH. Et puis pour revenir sur ces histoires de responsabilisation de la fin du 3e cycle, l'ISNI a convoqué la CNESEM samedi prochain pour justement essayer de débattre, mais je ne suis pas certain du tout que nos internes soient très envieux de prendre des responsabilités d'emblée. On a l'impression qu'ils sont conscients que sur les 4 ans d'internat, ils ont déjà perdu 1 an, qu'ils ont beaucoup d'absences avec des DU et des repos de garde, ce qui fait que ça fait sur 4 ans quasiment 1 an d'absence. Et on se demande dans quelle mesure ils ont vraiment envie d'avoir la responsabilité. En tout cas, s'ils en prennent, il faudrait qu'on leur tienne la main en permanence. Je peux me permettre de te poser une question personnelle. Tu as fait un internat, de ma connaissance, qui a duré sûrement 5 ou 6 ans, voire plus. Non, 4 ans. Non, tu as été médaille d'or. C'est pour ça que je pose la question, justement. Y aura-t-il, parce que c'est toujours pareil, on va définir un truc, c'est ma génération, on faisait 7 ans, voire 8 ans d'internat.
parce qu'on était justement dans ce problème de mise en responsabilité. Et notre solution, c'était de parler, je m'excuse de parler de ça, c'est un vrai sujet, c'est d'être lâché tout seul, en salle la nuit, quand on reçoit un traumatisé, à Créteil avec un feu éclaté, et qu'on est chef de garde responsable. Et bien c'est pas après c'est pas on fait. Donc alors il va y avoir un téléphone à l'agrégeur, vous me racontez tout ce qu'on veut, mais il y avait quand même dans notre génération, donc là fait partie, une espèce de responsabilisation. On essayait de faire 2 ans de coopération qui était toujours 2 ans, on revenait, on essayait de faire autre chose, on essayait de prendre une disponibilité, on était médaillés d'or, les femmes avaient une disponibilité pour des raisons personnelles que je partage totalement. Donc ça c'est la loi. La loi elle va faire déjà, M. Deville a très bien dit, ils vont faire un repos compensateur le lendemain des gardes. Ils doivent aller faire des DU à l'université, donc ils vont déjà avoir à ce moment un an de moins que notre génération. Or, si on fait notre introspection sur notre génération, on commençait à être vraiment confiant en soi sur l'histoire après 6 ans, 7 ans. Donc je veux bien tout, mais les docteurs juniors, est-ce que Mme Dupont, qui arrivera aux urgences, elle doit un docteur junior? Alors c'est vrai qu'on a été jeunes chefs du pays, mais je voudrais quand même qu'on essaye d'approfondir, vous qui avez des responsabilités, dans cette discussion. On a souvent discuté de ça avec Olivier Farge, c'est quand même un vrai sujet. C'est qui va opérer les patients? Est-ce que ça va être ces docteurs juniors? Alors si en plus il y a de moins en moins d'assistants dans les services pour aider les docteurs juniors, tu vois, il y a quelque chose qui est pas ça. Et la dernière chose que je fais comme réflexion, je partage totalement votre analyse, c'est-à-dire qu'on va avoir décalé pour faire une carrière hospitalière universitaire le titre de chef, et progressivement, et celui qui fera la carrière hospitalière universitaire, il sera chef de clinique, et il passera par le médical, et c'est ça. Donc c'est un petit peu, voilà. Mais sinon, par contre, toute la première partie de la formation, c'est ce que le socle, le numérique, tout ça, c'est complètement génial. À l'exception peut-être d'une fédéralisation. Et je rappelle à titre personnel que je concourais en chirurgie digestive et que je me suis retrouvé à la tête de la chirurgie gynécologique sans jamais avoir fait de gynécologie. Qui revient à un article fait ici dans cette académie il y a une quinzaine d'années, qui était formation, compétences et activité. Parce que diplôme, formation et compétences. Parce que c'est un des vrais problèmes que j'ai critiqué aux États-Unis. Les types, ils sont abrutis dès la première année. Je m'excuse de le dire comme ça, c'était la force de notre spécialité française, c'est qu'on avait des gens avec un esprit large, et que la chirurgie générale française, évidemment, on va pas mélanger orthopédie, ça me paraît à notre époque complètement évident, et qu'on est de plus en plus. Mais se spécialiser, c'est peut-être pas nécessaire de le faire au début. Et le type qui passe, qui est chirurgien, il va choisir chirurgie, urologie par exemple, qui va faire l'urologie, qui passe dans un service d'urologie, qui va faire des coms, et qui tout d'un coup, ça paraît que les enfants l'intéressent, il ne pourra pas faire chirurgien pédiatre? Si, parce qu'il a droit au remords pendant 2 ans, et parce que, mais là tu plaides tout à fait pour qu'il y ait des échanges entre les spécialités, qu'on ne reste pas dans sa spécialité. Et la filiarisation, elle était demandée par quasi tout le monde. Elle n'a même pas été décidée. C'était comme ça. Bon, mais je crois qu'il faut s'adapter à cet état de fait et remettre le bon sens que tu as décrit. Et quant au docteur junior, bah, tu es tout à fait dans l'esprit de la réforme, il faut trouver ce que ça veut dire. C'est pas tout à fait un chef de clinique, ils ne sont pas tout à fait assez mûrs, mais c'est plus des internes. Alors voilà. Ça va vraiment s'appeler docteur junior, c'est pas la gueule? Yes. Non, parce que moi je me mets à la place de la dame qui arrive aux urgences et qui voit le docteur junior en disant bonjour madame, c'est moi qui vais vous opérer. Voilà. Mais je pense pas que ça ne doit pas être sur l'étiquette. Oui. Pour la décision supplémentaire sur le droit au mort, j'ai occupé les fonctions de citoyen pendant quelques années, on fait ce qu'on veut. Le droit au mort. Réglementairement, ils ont 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au milieu d'internat, et en pratique, si vraiment ils ont des grosses envies, on peut même rajouter des années d'internat. Actuellement, on est limité à 2 fois la durée théorique. Et ça ne change pas. Donc le droit au mort sera quand même possible à l'intérieur du DES, qui est un peu plus embêtant, et de DES à DES.